avec Pierre-Olivier Zappa, le chef d'antenne de TVA, qui lance un documentaire qui s'appelle Québec Crash. Sais-tu quoi? On va le regarder et on va l'écouter pour les gens qui nous écoutent au 99.5. Let's go. Dans l'histoire des millionnaires de Québec, ce que je retiens, c'est que même si tu es informé, même si tu travailles dans le milieu des affaires, tout le monde peut se faire avoir. Un très important promoteur immobilier de Québec se met à l'abri de ses créanciers pour plus d'1 milliard de dollars. Une des plus grosses faillites de l'histoire du Québec. C'est du gros cash, là. UE. Prendrait du gin, pas de l'eau. Le groupe UA, c'était un empire. C'était vu comme étant un success story. Les grosses bouteilles de vin, le chalet, les résidences, les autos, les voyages. Beaucoup d'hommes d'affaires de la région de Québec se sont laissés. Donc, on a compris que c'est l'affaire UOT. La débâcle du groupe UOT. Et moi, je suis bien au courant de ça, sauf que tu m'apprends qu'il y avait plein de vrais millionnaires, parce que ça peut être une expression, genre de millionnaire, mais de la région de Québec, qui avait été appelé à investir dans son truc, et là, blablabla. Donc, qu'est-ce que c'est de l'affaire UOT? Et qu'est-ce que tu as découvert dans le documentaire? Alors, j'irai pas au jeu parce que je En passant, je t'arrête tout de suite. Oui. La bande-annonce, non, mais je veux le dire, la réalisation est exceptionnelle. Absolument. Parce qu'on t'associe à un écran vert puis un gars avec un pupitre, là. Mais là, j'ai fait, les effets. Toi, t'as-tu vu, Sybelle? Ben oui. C'est vraiment hot. Marie-Christine Noël à la réalisation. C'est vraiment Catherine une Lamontagne championne. qui a travaillé très fort. Que je connais bien. Et ça donne ce documentaire-là qui est fascinant sur la débâcle du groupe UOT. Donc, groupe quel est-elle UOT, pour ceux qui ne le savent pas? Là? le roi de Québec. Groupe UOT, Stéphane UOT, c'est le promoteur immobilier en vue, le gars qui a de l'argent, qui a un paquet de compagnies. Ça va, la télémédecine, le transport de patients par avion, hélicoptère. Le gars a de l'argent, il a des gros projets immobiliers, un énorme train de vie. Le gars claque des 100 000 $ comme toi et moi, on claque des 10 $. Pour vrai, là. Ah ouais, c'est un gros train de vie. Okay. Grosse cave à vin, gros chalet à plusieurs millions de dollars. Tu sais, pour te donner une idée, il s'est fait construire son chalet et ils ont transporté la machinerie démontée en hélicoptère. Tu sais. Ça te donne une idée. Là. Et pour financer ces projets-là, il fait appel à quelqu'un qui sollicite des investisseurs, Robert Giroux, qui est un arpenteur de formation et qui fait partie, je te dirais, du milieu des affaires de Québec. Et ce gars-là va donc recruter des investisseurs, des gens qui ont 5, qui ont 10, qui ont 25 millions de dollars à mettre. Parce qu'à l'époque, on leur promet par des... tête de pipe, là. Par tête, par millionnaire investisseur. Et c'est des gens qui avaient quoi? Tu sais, c'est des gens qui ont fait carrière en affaires, qui ont un propriétaire de concessionnaire. Donc, du monde de la communauté des affaires de Québec, c'est une petite communauté des affaires, c'est serré. Puis d'investir avec Robert Giroux, Stéphane Huot, c'était gros, Marc. Et c'était synonyme de très bon rendement. Okay. C'est des projets immobiliers qui te rapportaient de l'argent. Il y a des résidences pour personnes âgées, entre autres. Alors, pour eux, pour ces investisseurs-là, de faire partie de ce club select, d'avoir accès à ces rendements-là, puis cette gang-là, c'était quelque chose de très prestigieux. Ben, ils se sont rendus compte, finalement, que leur argent servait à autre chose, notamment que de financer des projets immobiliers. Et ils se sont revirés, à un moment donné, ils ont constaté qu'il n'en restait plus d'argent. Et le documentaire, il est fascinant parce qu'on nous emmène dans les coulisses de cette débâcle-là. Tu sais, c'est d'avoir convaincu des millionnaires, des gens qui ont mis 25 millions de dollars, de venir devant la caméra, puis de raconter ce qui s'est passé, pour que la vérité jaillisse. C'est pas winner, là. Écoute, non. C'est pas genre, tu vas aller passer ton grand coup, là. Tu sais, habituellement, tu te vantes à tes amis de tes bons coups. Exact. Hey, j'ai investi dans Couche-Tard, puis l'action était à 30 $, je l'ai revendue à 80. Là, tu t'en vas devant la caméra pour dire, j'ai mis 25 millions, puis je récupérerai peut-être aucune miette de cet investissement-là. Mais c'est quoi leur intérêt? À accepter de te parler? En fait, ils ne m'ont pas parlé. Ils ont parlé à la production. Accepter de parler dans le documentaire. La raison est simple. Ils veulent faire connaître leur vérité. Ces gens-là se sont fait avoir. Ils sont... Évidemment, le dossier demeure devant les tribunaux. Robert Giroux a fait appel. Donc, il y a encore des étapes qui seront intéressantes à surveiller. Mais ces gens-là ont le sentiment de s'être fait flouer, d'avoir fait confiance à un ami, tu sais. Marc, mettons, là, je t'appelle demain matin, je te dis, j'ai une occasion d'affaires, on est chum, tout ça, tu me fais confiance. Puis là, tu te rends compte que, hey, tu t'es fait avoir. C'est une blessure à l'ego et j'ose présumer qu'il y avait une espèce de processus réparateur pour ces millionnaires-là qui veulent que leur vérité, que leur histoire soit rendue publique. Puis c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que peu importe
les diplômes que tu as sur ton mur, peu importe la taille de ton portefeuille, la confiance en finance peut te jouer des tours. Et si tu fais confiance aux mauvaises personnes, si tu ne poses pas suffisamment de questions, en fait, tout le monde peut se faire avoir. Ouais. Tout le monde peut se faire avoir. C'était du monde qui était proche de lui, là. C'était pas un cercle nébuleux d'investisseurs virtuels. Là. Non, ces gens-là, des gens de la communauté des affaires, ça faisait le party le samedi ensemble, ça allait sur le bateau, ça voyageait ensemble, ça connaissait le nom des enfants, etc. Donc, il y avait un très gros lien de confiance. Et là, c'est là que tu te rends compte que dans la vie, tu peux te faire avoir par le meilleur de tes amis et qu'il faut rester à l'affût et peut-être diversifier aussi les endroits où on place son argent dans la vie. Et là, tu sors un livre. Oui, ben... C'est-tu ton premier livre? Oui, en octobre, À vos affaires, un guide qui va répondre aux questions d'argent. Okay. J'ai envie de te dire à toutes les questions d'argent. Ça va de ton score de crédit à tes droits avec ton locataire, ton propriétaire, comment négocier ton hypothèque, tes assurances, choisir la bonne carte de crédit. Tu arrives à la caisse, il y a une erreur de prix, quels sont tes recours? Toutes ces questions-là. Non, mais sérieux, ça mène là. Toutes ces questions-là en un guide. Et j'ai travaillé pas mal là-dessus cet été, ce printemps. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je reçois énormément de questions à l'émission À vos affaires. J'ai envie d'en faire une synthèse de celles qui préoccupent le plus les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et en même temps, un guide que j'aurais aimé avoir à 16 ans, mais il n'est jamais trop tard si je le mets entre les mains de quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans. Okay. Tu sais, à 60 ans, il te reste Il te reste au moins 20 ans, 25 ans pour préparer tes affaires. À 16 ans, tu as tout l'avenir devant toi. Donc, si tu peux avoir quelques outils pour bâtir un patrimoine, saisis ces outils-là. Alors, c'est un peu la philosophie qui m'a animé dans la rédaction du guide. Là, on est en révision. Et en théorie, mi-octobre, fin octobre, ce sera sur les tablettes à la librairie. Justement, tu reçois tellement de questions de tout le monde. Puis tantôt, on a parlé un peu de la période préélectorale, pré-campagne. Oui. Bon, est-ce que tu as l'impression que ce que les gens, leurs préoccupations, est-ce que tu entends des différents partis politiques comme étant la question de l'urne? Est-ce que ça s'accorde? Est-ce que c'est la même chose? Le coût de la vie, le pouvoir d'achat, c'est assurément la question qui préoccupe le plus les Québécois. C'est en haut de la liste. Là. C'est en haut de la liste. Historiquement, on parlait beaucoup de la santé, de l'éducation, mais l'économie... Puis moi, je l'ai vu, le point de bascule, ça a été 2020. Ça a été la pandémie. OK. Une forte proportion de Québécois n'avaient jamais été confrontés à un licenciement temporaire, à une perte d'emploi temporaire, à la nécessité de puiser dans un fonds d'urgence, de remplir des documents pour obtenir le soutien de l'État. Ouais. Souvenez-vous de la défunte PCU. Et ce choc-là des Québécois... ça a été une prise de conscience qu'il fallait prendre le contrôle de ses finances, ou en tout cas de mieux comprendre les finances pour faire baisser le niveau d'anxiété et de stress. Et s'en est suivi une période inflationniste, hausse du coût de la vie, explosion des taux hypothécaires, du monde qui ne savait plus s'il réussirait à arriver à la fin du mois, là, quand les taux d'intérêt étaient à 7 %. Alors, la flambée des prix de l'immobilier. Et j'ai vu à partir de ces moments-là un intérêt marqué des Québécois pour comprendre l'économie. Le mot économie, le mot finance, ça ne fait plus peur, Marc. Ouais. Et ça a fait peur pendant des années. Les gens ne voulaient pas toucher à ça. Ils n'ouvraient pas les pages économiques des journaux. Et là, ce sont des pages qui sont en forte croissance. Et c'est ton livre qui va sauver le Québec. C'est moi qui te le dis, je le sais déjà, il reste 15 secondes. Quelle prétention. Pierre-Olivier Zappa, je te sers la main, formidable. C'était vraiment un plaisir. Quel beau moment. Merci Marianne, merci Cybèle. Salut Hugo, salut le jeune Trifluvien. Bonjour Trou à pâte, on se voit demain.